Télétravail fait partie des termes les plus utilisés ces derniers mois. S'il rime avec Covid et confinement, est-il compatible avec l'activité d'une agence d'architecture ? Quels sont les équipements informatiques nécessaires pour travailler et télétravailler? Et comment être sûr que son informatique est au goût du jour, adaptée au logiciel, sans coûter trop cher? C'est ce que nous allons voir dans l'Instant Virgule. Voici mes invités. Bonjour, je suis Fabrice Maty, je représente l'agence DTACC, je suis architecte associé et directeur du département travaux et exécution de l'agence. DTACC est une agence qui existe depuis la fin des années 50, qui n'a cessé de se renouveler. Aujourd'hui, DTACC, c'est 50 collaborateurs. Nous sommes reconnus pour notre expérience dans tout ce qui est restructuration, réhabilitation lourde, d'opérations de prestige, notamment sièges sociaux, hôtellerie, un petit peu de logement. Marc Rollinet, architecte et urbaniste. J'ai créé mon agence il y a maintenant 40 ans. J'ai toujours animé une équipe entre 15 et 20 personnes. L'agence n'est pas spécialisée, elle intervient sur beaucoup de domaines. Et peut-être de manière plus particulière, je construis des églises depuis plusieurs années. Bonjour, je suis Romain Héritier, je suis directeur des systèmes d'information chez J-Cram Group. On est un cabinet d'architectes, contracteur général, promotion et gestion d'investissement en logistique, bâtiment logistique et industriel. Et nous aurons sur ce plateau Fabien Bertrandon qui interviendra au fur et à mesure des échanges pour prodiguer quelques conseils. Fabien qui est BIM manager chez Eurostudio. Alors en préparant cette émission, j'ai découvert que le mot télétravail est apparu pour la première fois en 1972 dans un article du Washington Post qui évoquait le travail que l'on pouvait faire grâce au téléphone et au fax. Mais savez-vous que le concept même de télétravail, qui a été abordé, est beaucoup plus ancien? C'est Norbert Wiener qui l'a utilisé pour la première fois dans les années 50 pour décrire la manière dont un architecte supervisait à distance, depuis l'Europe, la construction d'un immeuble aux États-Unis. Et cela grâce à un moyen de transcription des données. Alors Marc Rollinet, est-ce que vous pensez que le télétravail est adapté à votre activité ? Oui, à titre personnel, je le pratique depuis 15-20 ans parce qu'en ayant une double implantation, Paris et Genève, j'ai été très vite confronté au problème d'être à Genève et de piloter des gens à Paris et l'inverse. À une époque où fax, téléphone fonctionnait finalement pas si mal avec l'amélioration dès que les smartphones ont pu faire des photos qui permettent de faire des croquis, de prendre des photos et puis de les envoyer et de gérer en direct. Et pour autant, sur un projet de construction, vous travaillez comment en fait au moment de la création, la conception d'un projet, du lancement du projet ? Alors j'ai toujours moi travaillé avec une équipe autour de moi. Et c'est la principale difficulté dans une période de conception de projet, donc au moment de la création, d'être à distance. Ça nécessite de bien se comprendre et dans nos métiers, le croquis et la manière d'exprimer au travers de petits schémas, d'explications est absolument indispensable au-delà de la parole. Et donc se pose le problème de transmettre très très rapidement les schémas à la personne qui est un peu loin. L'ensemble maintenant de la mise en place des nouveaux logiciels de téléconférence améliorant très très grandement les choses. Fabrice Maty, est-ce que vous partagez ce constat qu'il faut être physiquement présents tous ensemble lors de la phase création et après ? Alors absolument, nous chez DTACC, nous n'avions pas l'expérience effectivement du télétravail préalablement aux problématiques de confinement, Covid, etc. La création et le développement des projets se fait effectivement autour de la table, avec des échanges qui sont permanents, des échanges graphiques, que ce soit de la petite maquette, du croquis, de l'image 3D. Et donc, c'est des échanges de réflexion qu'on a un petit peu perdus, malheureusement, avec le télétravail, malgré toute la technicité qu'on a pu apporter, effectivement, pour développer les projets dans le bon sens. Donc là-dessus, je partage effectivement la problématique, en gros, du présentiel. C'est-à-dire que le présentiel, pour nous, est essentiel pour plusieurs raisons, pour le développement du projet. Et après, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard sur même les réflexions et les apports mutuels que peuvent avoir les collaborateurs et l'encadrement au sein de l'agence.
Sur cette première phase, en fait, c'est toujours la même équipe qui travaille. En fait, vous affectez des équipes selon les projets. Alors, si vous voulez, on a un certain nombre de projets qui sont en développement. On a une dizaine, une quinzaine de projets qui sont développés en simultané. Il y a des équipes qui sont constituées avec des chefs de projet qui développent effectivement chaque opération, sur lesquelles en général il y a des lignes directrices qui se mettent en place à la fois émanant de mes associés, partagés avec les chefs de projet. Et donc c'est quelque chose qui se fait vraiment physiquement. Voilà. On a 3 départements au sein de l'agence, donc je dirais il y a 2 départements qui sont complémentaires en phase de conception, qui sont à la fois l'architecture, la décoration, l'architecture d'intérieur, décoration, et ensuite un département qui est complètement indépendant et qui a d'ailleurs fonctionné complètement indépendamment en période de confinement, qui est le département travaux exécution que je dirige. Et on va revenir effectivement sur ce que vous faisiez pendant cette période-là un tout petit peu plus tard, parce que si nous parlons de télétravail, c'est qu'effectivement nous avons une situation tout à fait particulière en ce moment en raison de la situation sanitaire, des confinements à répétition. Nous en attendons peut-être encore un énième. Est-ce que, Romain Héritier, vous pouvez nous dire comment s'est passé ce premier confinement en mars dernier ? Qu'est-ce qui s'est passé entre l'annonce le vendredi soir et la mise en place effective d'un couvre-feu et d'un confinement dès le lundi soir? Eh bien, dans l'urgence un petit peu, on a pris tout notre matériel et on s'est déplacé chez nous, tout le matériel. On avait les outils quand même de VPN, de connexion Internet, comme tout le monde a la fibre chez soi maintenant en Ile-de-France. Donc la connexion, pas de problème, et le matériel déplacé chez nous. Est-ce que cette organisation était déjà en place? Est-ce que vous disposiez déjà d'un plan de continuité d'activité? Pas du tout, non, pas du tout. On avait les outils pour prendre la main de temps en temps depuis chez nous sur le travail, mais c'était pas prémédité, on va dire, non. Marc Rollinet, comment s'est passé de votre côté ce premier confinement? Il fait à peu près la même chose que mon confrère, mise en place de VPN. Nous, on a essayé de faire travailler chaque collaborateur sur son ordinateur personnel. C'est-à-dire que le lundi, on n'a pas déménagé les ordinateurs. Le mercredi, on a commencé à y songer assez fortement parce que les bugs étaient beaucoup trop importants. Mais malgré ensuite des transferts de matériel, moi j'ai la chance d'habiter à côté du bureau. J'ai quand même passé tout mon confinement au bureau à aller voir sur le serveur, réallumer un certain nombre de choses. Voilà, donc la technique de travail à distance, on l'a pas vraiment expérimenté, on l'a subi, tout en commençant à comprendre que pour l'avenir, il fallait qu'on améliore les choses. Et pourtant, c'était des épisodes qu'on connaissait déjà. On l'a vu un petit peu plus tôt. On avait déjà eu l'Île-de-France bloquée par des semaines entières de grève, d'ailleurs un an plus tôt. Oui, enfin chez moi, beaucoup sont comme moi cyclistes, donc c'est un moyen d'échapper un peu à la grève. On a toujours eu une équipe soudée qui venait travailler. Là, c'est un peu contraint et forcé que tout le monde est parti chez soi. Et d'ailleurs, sur le deuxième confinement, après des échanges, tout le monde est revenu. J'ai la chance d'avoir suffisamment de mètres carrés, donc les distances sont respectées et tout le monde est revenu parce que c'est quand même plus facile. Les projets en cours, ils ont été arrêtés, ils ont été stoppés. Comment ça s'est passé exactement ? Tout dépend ce qui était lancé en termes d'études sur des phases d'études avancées, donc soit en phase finale de rendu de permis de construire, soit sur des dossiers à monter en dossier de consultation d'entreprise, soit sur des chantiers, des choses ont un peu continué. Tout ce qui était études préalables, à la fois des contacts, on fait pas mal d'urbanisme avec l'équipe, tout s'est brutalement arrêté, puisque à cette phase-là, et sur ce type de projet, les réunions en présentiel, y compris avec maître d'ouvrage et surtout des élus, sont absolument indispensables, sinon on peut pas avancer. Et là, il y a un arrêt et c'est pas forcément encore reparti un an après. Et comment se sont déroulés les échanges de fichiers? Ils ont été fluides, adaptés à la situation? Oui, on n'a pas eu de difficultés et à la fois dans les transmissions numériques, voire étant présent physiquement au bureau, j'ai aussi imprimé beaucoup de fichiers, pliés, mis dans des enveloppes et postés. Mais la présence, en tout cas ma présence, parce que je suis à côté, s'il n'y avait pas eu ça, je crois qu'on aurait pas mal galéré.
Fabrice Maty, vous aussi, vous avez assuré une présence, peut-être en prenant cette fois la moto? Alors absolument, pas dans les 2 premières semaines en fait, on a été un peu pris de court comme tout le monde. On avait quand même anticipé parce qu'on comprenait un peu les mesures gouvernementales, donc en fin de semaine, on avait d'ores et déjà fait installer des VPN sur la totalité des postes. La plupart de nos collaborateurs, ceux qui travaillent sur l'opérationnel exécutif, ont déjà des ordinateurs portables, donc ils ont des connexions à distance. Tous ceux qui sont en conception-développement, eux, ont travaillé avec leur matériel personnel, sur lequel effectivement on a apporté quelques adaptations et des VPN à distance. Voilà. Donc les 2 premières semaines, en fait, c'était impossible de se déplacer purement et simplement. Après, les associés se sont déplacés systématiquement pour faire des allers-retours effectivement à l'agence, déjà pour s'assurer de la maintenance du matériel, et puis pour faire les échanges avec les clients. Donc échange toujours en visioconférence, on appelle comme on veut. Et quelle est la situation actuelle? Vos collaborateurs, ils sont où? À l'agence? Chez eux? Alors, la majeure partie de nos collaborateurs sont revenus relativement rapidement, comme le disait mon confrère. Effectivement, à partir du moment où on a pu faire revenir les collaborateurs, je dirais à part ceux qui avaient des problématiques de garde d'enfants et autres, il y avait une envie effectivement commune de revenir. Déjà parce qu'il y a une certaine émulsion lorsque vous êtes tous ensemble, émulsion qu'on ne retrouve pas dans la vidéoconférence. Et lorsqu'on a effectivement donné le feu vert, d'ailleurs certains collaborateurs se piétinaient pour pouvoir revenir depuis un moment déjà dans les locaux. Et on a aussi cette chance d'avoir de la surface et donc des mesures de distanciation qui sont respectées. On avait anticipé tout ce qui était prévention, gel hydroalcoolique, les masques sont toujours à distribution commune. Enfin, l'agence, on s'est organisé en ce sens en tout cas. Et alors ça, c'est pour l'agence. En fait, comment ça se passait avec les clients? Est-ce que vous êtes équipé de solutions en visio, par exemple? Donc en fait, au fur et à mesure, si vous voulez, on a été obligé de développer effectivement l'échange permanent avec les clients et avec les entreprises. Initialement, on était peu équipés, on s'est progressivement équipé. Donc pour les collaborateurs, déjà d'une part, ça a été casque, micro et caméra individuelles de manière à pouvoir assurer des réunions. Et au sein de l'agence, donc on est assisté par Eurostudio qui nous fournit la plupart de notre matériel. Et on a fait équiper en fait les 3 salles de réunion que nous avons à l'agence de matériel technologique, donc mini-unité centrale, télévision, etc., de manière à pouvoir assurer des réunions visio directement depuis l'agence avec nos clients. Donc ça s'est fait non pas dans la période du premier confinement, mais entre le premier et deuxième confinement. D'accord, voilà. Très bien. Ok, alors je pense que maintenant il est temps de me tourner vers Fabien Bertrandon. On l'a vu, Fabien, en fait, chacune des confinements nécessitait une préparation et donc une mise en place qui ressemblait beaucoup plus à un déménagement en fait, que quelque chose d'assez fluide. Est-ce qu'il y a un moyen en fait, pour éviter tout cela, tout simplement? Alors je pense que ce qu'on a beaucoup appris avec ce confinement, c'est que le matériel fixe va commencer, et nous, c'est ce qu'on a vu au premier confinement, c'est-à-dire que les gens se sont rués sur tout ce qui est workstation avec mobile, parce que c'était beaucoup plus facile. Il y avait toutes les problématiques de caméra, tout genre de choses qui étaient aussi embarquées sur ce matériel. Et du coup, on va le faire. Ça ressemble à un déménagement, mais ce n'est pas tout à fait un déménagement. La grosse problématique, ça a été les accès. Pour tout le monde, je pense, même si on met des VPN, même si on met des choses, la problématique, c'est que tout le monde arrive au même endroit pour réussir à chercher ces données. Et c'est là où il y a le plus souvent un triangle. Et je pense que beaucoup de gens ont mal vécu aussi ça, parce qu'ils avaient une habitude dans les agences d'accéder très vite à la donnée et aussi de modifier les choses très rapidement. Et là, un VPN, ça ne fait pas tout. Et des fois, il y a des gens qui prenaient les données chez eux, ce qui pouvait poser des grosses questions de sécurité. Parce qu'après, il fallait que tout le monde retourne la donnée. Et là, on perd cette fluidité qu'on a quand on est dans une agence. Et que là, on a complètement perdu. Alors, si je vous suis, en fait, plutôt un portable. Par contre, pour les données, est-ce qu'il y a des systèmes, en fait, outre les VPN, pour pouvoir échanger facilement des données? Alors, chez HP, ils ont développé une technologie, alors que certains ont utilisé,
C'est-à-dire qu'on prenait l'accès des machines qui étaient restées en local et en fait on avait entre guillemets un écran déporté. La machine restait dans l'agence. Ça utilise beaucoup moins de données parce que le VPN, on crypte les données. Là, c'était l'application HPZ Central qui permet de faire cette sécurité et les données ne sortent plus du bureau. Je pense que c'est une chose qui est vraiment à réfléchir, même pour des gens qui font du chantier, parce qu'on casse son portable, on perd son portable, on se fait voler son portable, et les données, entre guillemets, elles partent dans la nature. Et je pense que cette solution HPZ Central va devenir beaucoup plus simple, et je pense que pour les gens, malgré que le confinement, ce n'est pas quelque chose de facile, mais va permettre d'ouvrir un peu les yeux sur ça. Romain Héritier, est-ce que vous pouvez nous décrire votre parc informatique et la manière dont vous gérez, par exemple, prenons le poste d'un architecte au sein du groupe, comment est-il constitué exactement et à quel rythme en fait vous êtes amené à le changer? En général, nous, on a besoin de beaucoup de puissance parce qu'on fait beaucoup de mètres carrés, des bâtiments de 100 000 mètres carrés à 150 000. Et donc, on a des HP Z4 G4 avec beaucoup de puissance, des Intel i9, beaucoup de mémoire vive et des cartes graphiques aussi, les toutes dernières RTX 3070. Donc, on utilise ces machines qui fonctionnent très très bien, oui. Et des portables à distance, où on prendra la main aussi sur les machines de bureau prochainement à distance. C'est un parc de combien de machines environ? On a 25 machines, dont 4 architectes dupliqués, donc 3 portables aussi, et des anciennes G4 aussi, Z4 pardon, leur ancien poste. On les a renouvelés tout récemment, ça faisait 2 ans et demi qu'on les avait. En général, on les renouvelle toutes les 3 ans. Tous les 3 ans. On les achète en amortissement comptable. Et là, on a dû changer parce que la taille des projets a fait qu'il a fallu évoluer vers des nouvelles technologies et des nouvelles machines encore plus puissantes. Avec les logiciels Archicad 24, Twinmotion, tout ça. Marc Rollinet, même question en fait, est-ce que vous suivez un rythme d'amortissement ou un rythme d'évolution par rapport au logiciel ou à la taille du projet? Nous, on a toujours essayé de conserver le matériel peut-être un peu trop longtemps. C'est-à-dire qu'au lieu d'équiper une quinzaine, une vingtaine de postes et de se dire au bout de 3 ans, je renouvelle, parce que 3 ans, je pense que c'est effectivement la bonne durée. Au bout de 3 ans, il y a toujours un poste qui est plus ou moins bien, donc on le refile à la compta, on le refile à la secrétariat. Bref, j'ai un cimetière d'ordinateurs, on en a absolument de tous les côtés. J'ai fait beaucoup de ménage il y a quelques années pour tout mettre au carré, les licences, etc. D'ailleurs, sous la houlette de Rossure, on peut être sûr qu'on était au carré partout. Et j'arrive à une conclusion assez simple, c'est qu'il faut maintenant qu'on modifie complètement le système. C'est probablement d'avoir un maximum d'ordinateurs portables et à la chance de le connecter avec 2 écrans de bonne taille pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, mais des portables très puissants. Et de faire ça par temps de 3 années, d'en acheter une vingtaine, et que finalement, que la comptable, la secrétaire, ou un archi junior, ou un chef de projet, est finalement exactement à la même configuration, pour qu'il y ait une vraie capacité d'échange et de dialogue entre tout le monde pour travailler. Ça permet aussi peut-être de se poser la question, parce qu'on a quand même à une époque des projets un peu loin, que ce soit le Portugal, l'île de la Réunion. Aujourd'hui, il y en a un peu dans pas mal de secteurs de France. Finalement, d'envoyer quelqu'un 2, 3, 4 jours, voilà, il prend son portable, il a une certaine forme d'autonomie, ce qui n'est pas le cas avec un portable normal. Quand on se connecte en VPN, c'est très clair qu'à un moment donné, l'accès aux données stockées sur le serveur ne sont pas optimum. Fabrice Maty, vous dirigez le département exécution de travaux. Et les collaborateurs sont tous équipés, eux, d'un ordinateur portable, quasiment pour tous.
Pourquoi exactement? En fait, si vous voulez, ils ont besoin d'une mobilité importante. Donc nos collaborateurs qui travaillent sur la partie exécution travaux sont tantôt à l'agence, tantôt sur des réunions extérieures, tantôt sur des chantiers. Donc ils ont besoin d'avoir à la fois leurs données à portée de main, à la fois de pouvoir se connecter, le cas échéant de pouvoir assurer des réunions en visio depuis un autre site que celui de l'agence, par exemple. Et donc c'est cette mobilité qui nécessite effectivement l'utilisation de portables. Donc effectivement, toutes les équipes en exécution, à 98%, sont équipées de portables. Ceux qui n'en ont pas, c'est une volonté personnelle. Voilà. On a également quelques portables en spare à l'agence qui sont nécessaires lorsqu'il y a des personnes qui assurent de la conception ou de la mise au point, qui ont besoin effectivement de faire des présentations éventuellement à l'extérieur, à des clients ou à des entreprises, ils peuvent se déplacer avec des portables en spare. Après, tous les collaborateurs qui sont, eux, sur la partie conception proprement dite, sont équipés de matériel assez performant. Donc c'est du matériel qui, par la force des choses, est évolutif, puisque en fait, on prend des machines relativement fiables. C'est pareil, c'est des HP Z4, mais qui évoluent au fur et à mesure, puisque on a cette chance, effectivement, d'être aujourd'hui exponentielle. On embauche encore, en cette période compliquée, on embauche encore du personnel, des collaborateurs au quotidien. Et donc, il y a un renouvellement périodique qui se fait des machines. Et donc, c'est cette gamme Z4 qui évolue au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a un parc informatique de plus de 50, entre 50 et 60 ordinateurs, en tout cas à disposition. Voilà. Fabien Bertrandon, est-ce que ce type de machines, les ordinateurs portables, sont compatibles avec les logiciels actuels? On pense à Revit, à Archicad, et sont suffisamment puissants pour pouvoir travailler de façon efficace? Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est toujours un couple, hein, quand le logiciel apporte des nouvelles fonctions, c'est que le matériel a suivi, ou soit il était en avance, soit il suit très très rapidement. Sinon, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Le budget de freiner personne. Et c'est très frustrant d'avoir le dernier logiciel, que ce soit Archicad, Revit, et qu'on ait une machine qui n'arrive pas à l'exploiter. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de BIM, qui est une autre façon de collaborer, de télétravailler. Même chose, en fait, ils peuvent très bien fonctionner avec BIM 360 ou la solution d'Avent. C'est BIM Cloud. Alors oui, ça a été pas la révélation, parce que pour que ça soit sur Revit ou pour Archicad, c'est quelque chose qu'ils utilisaient souvent et beaucoup depuis très longtemps. La seule différence avec le confinement, c'est que les éditeurs, en fait, ont donné accès à leur propre base qu'ils hébergeaient eux-mêmes. Et là, du coup, la problématique du serveur ou de l'accès au serveur ne se faisait plus. Parce qu'en fait, on n'avait que des versions locales de notre fichier et tout le monde pouvait collaborer en même temps. Et là, je pense que c'est une des solutions qui va aussi émerger dans le temps. Alors, le temps file et je voudrais aborder juste un dernier point, parce qu'on voit en fait que les besoins, les machines, les logiciels évoluent. Alors, est-ce qu'il faut acheter ou louer? Marc Rollinet, que faites-vous exactement et que préconisez-vous? Alors, moi je loue avec une option d'achat en fin de parcours. De toute façon, l'option est tellement minime que c'est de la location. Mais c'est ce que je disais, je suis totalement décidé maintenant à m'engager sur des problèmes de location 3 voire 4 ans. C'est un problème de lissage financier entre les machines et le logiciel pour avoir systématiquement une bonne concordance. On est sous Revit, c'est des machines de plus en plus puissantes. Donc l'idée, c'est vraiment de louer. De toute façon, maintenant Revit est passé en location. Louer l'ensemble, c'est un coût. C'est à calculer, rapporter dans le cadre du coût d'un collaborateur. Voilà, c'est une somme entre 200 et 300 euros mensuels. Il faut qu'on fasse avec, mais je pense que je vais évoluer de cette manière-là et renouveler donc systématiquement pour être à jour. Pour être le plus à jour possible. Ouais. Fabrice Maty, même question en fait, quels sont les conseils que vous donne Eurostudio au quotidien? Est-ce que vous les suivez à la lettre justement pour pouvoir être le plus à jour possible par rapport à ces matériels-là?
Alors je dirais déjà dans un premier temps, effectivement, on leur fait parfaitement confiance, puisque c'est un partenariat qu'on a ensemble, hein, vu la masse d'équipements qu'on a. Sur le principe, effectivement, on est dans la même logique. Nous, on a un renouvellement de matériel qui se fait régulièrement tous les 2, 3, 4 ans. Les vieilles machines sont réutilisées par les assistantes ou par les personnes qui ont besoin de moins de performance. Tout ce qui est logiciel maintenant, c'est du locatif, c'est-à-dire c'est des abonnements annuels qu'on prend. On a aujourd'hui en gros une trentaine d'AutoCAD full suite AEC avec Revit qui tournent à l'agence, donc c'est du locatif. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est exponentiel puisqu'on a de plus en plus de collaborateurs, donc forcément on reprend des abonnements au quotidien. Le matériel, systématiquement, lorsqu'il commence effectivement à être trop faible pour permettre le bon fonctionnement des logiciels, on le renouvelle. Et on est dans cette logique-là, effectivement, à un moment donné, on était plutôt dans de l'achat, on est vite revenu dessus, ne serait-ce que par exemple sur les logiciels, on a un placard plein de logiciels achetés, je dois avoir une trentaine d'AutoCAD en boîte qui traînent dans l'armoire. Voilà. Et je pense que Romain Héritier, vous qui êtes à ce moment sur l'achat, vous allez peut-être vous orienter aussi vers la location au sein du groupe JICRAM. Oui, c'est vrai qu'indirectement, via les licences, on y est déjà à peu près pour Archicad. On a un contrat de service où il y a un renouvellement aussi chaque année de la version. Et c'est vrai que pour les machines, on y pense aussi, plutôt que de stocker on a des stocks d'anciennes machines, d'en louer. Oui. On est en train de voir ça avec Eurostudio, effectivement. Très bien. Qui est notre partenaire aussi là-dessus. Parfait, merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Je veux me tourner une dernière fois vers Fabien Bertrandon pour qu'il nous donne un ultime conseil peut-être en préparer cet échange. Et puis vous me citiez en fait ce cas qu'il faut bien connaître sa machine. Est-ce qu'en 30 secondes, vous pouvez me dire exactement de quoi vous parlez en fait? Qu'est-ce que bien connaître sa machine? Alors, en fait, quand je dis de bien connaître sa machine, c'est de bien connaître les logiciels qui sont installés. Parce qu'en fait, on peut remarquer, en fait, surtout quand on a vu les gens partir avec leur machine ou travailler avec leur machine, en fait, on voit que les gens ne connaissent pas ce qu'il y a dessus. C'est-à-dire qu'ils vont installer des logiciels tierces qui n'ont pas été certifiés ou en tout cas bien gérés par les services informatiques. Et du coup, en fait, on va se retrouver, alors je prends le WinZip, qui est un logiciel qui est normalement payant, mais on va trouver WinZip, on va trouver WinRAR. Tandis que ça se trouve sur sa machine, on a déjà un logiciel qui fait le tout, mais comme on ne le sait pas, et qu'on est toujours pressé, du moins je ne remets pas en cause, mais le but du jeu, c'est d'essayer de voir comment et qu'est-ce qu'on a d'installer sur sa machine avant d'installer tout et n'importe quoi. Ce qui est les 3/4 du temps, on va sur Internet, c'est des failles de sécurité, et d'un seul coup, on peut se retrouver avec des petits soucis, avec des virus qui rentrent sur l'ordinateur, voire sur le réseau. Donc apprendre à connaître, de voir aussi quand on reçoit un mail, je me suis envoyé un mail, ça arrive, mais est-ce que c'est logique? Est-ce que je m'en souviens? Parce que les 3/4 du temps, les virus arrivent là-dessus et c'est le grand problème de déporter les machines à l'extérieur des agences. Les agences, plus souvent, ont tout un système qui les protège. Le problème, c'est que quand on est chez nous, on n'a plus du tout ce genre de choses. Du coup, il faut faire attention, bien demander à son IT qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on a. Très bien, merci. C'est sur ce conseil de bon sens qu'on va refermer cet instant virgule. Merci à tous pour votre participation et pour votre attention. Et à bientôt. Au revoir.